Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, bonjour Polydomso, bonjour Big Rusty, ils sont au rendez-vous pour la preview du combat le plus important de l'histoire du MMA français. Francis Ngannou, Ciryl Gane pour la ceinture heavyweight de l'UFC, UFC 270 le 22 janvier prochain. Donc là on va faire toute la preview du choc, quelles sont les forces, les faiblesses de part et d'autre et surtout, qui peut potentiellement s'en sortir dans ce choc des titans, messieurs, qui est peut-être le combat heavyweight le plus important, tout simplement, de tous les temps. Oh, on lance le générique ? Ouais. Allez, lance son générique. Soit. Ciryl Gane, Francis Ngannou. D'un côté, il y a eu une stat qui est apparue là depuis l'arrivée de Ciryl Gane à l'UFC. On a eu plus de 100 minutes dans l'octogone pour Ciryl et de son côté, Francis seulement 6 minutes. Est-ce que cette stat veut dire quelque chose ? Surtout, est-ce que finalement Francis là, qui s'est transformé en Francis un petit peu plus patient, arrive avec effectivement la confiance derrière lui, le vent dans le dos, même si là les odds de part et d'autre au niveau des bookmakers sont à égalité. Les odds, comment on traduit déjà ça ? Les cotes, voilà les cotes. Les cotes. Ouais. Les cotes. Mmh. Alors, mais je sais pas si on l'a dit, mais c'est depuis 2 ans, c'est ça ? En gros, c'est depuis que Ciryl est arrivé à l'UFC. Depuis août 2019. Ok, ouais, parce que sinon, du coup, avant, il fallait compter les 25 minutes contre Stipe Miocic, enfin, et tout ce qu'il y avait avant. Le truc, c'est qu'avec un mec qui frappe, enfin, tu vois, là, ça va être l'enfonçage de porte ouverte énorme, mais bon, c'est avec un mec comme Ngannou dans l'équation, effectivement, ça peut se terminer en 15 secondes. Ça, c'est une réalité. Il faut pas l'écarter. Mais moi, je vois pas tellement, objectivement, je vois pas tellement cette direction-là pour le combat. Je serais extrêmement surpris qu'Ngannou fasse un début de combat un peu comme il a fait contre Rozenstruik. Je pense que Ngannou sait très bien qui il a en face de lui. En fait, c'est ça le truc qui est vraiment particulier dans ce combat, c'est que les deux se connaissent et se connaissent même, je veux dire, en tant que partenaire d'entraînement. Et ça, c'est un truc qui change complètement la donne dans un combat. Donc, j'ai du mal à l'imaginer se ruer berserk vers le Valhalla, tu vois, comme il l'a fait contre Rozenstruik. Et je pense qu'il sera patient, je pense qu'il va prendre son temps. Donc, moi, je pense que j'ai du mal à imaginer le combat arriver jusqu'au bout aussi. Je pense que c'est un combat qui va se terminer, que ce soit l'un ou l'autre d'ailleurs qui gagne le combat. Peut-être en milieu, genre 3e round ou 2e ou 3e round. C'est comme ça que je vois le truc se dénouer. Parce que je pense que Ngannou aura une approche patiente et de son côté je pense que Gane cherchera à terminer Ngannou. Et Rust, tu en avais parlé juste avant, bien évidemment, il y a ce côté, les sparring, et Polydomso l'a rappelé, ils se connaissent, ils ont sparé ensemble, Fernand a lâché une petite bombe, comme quoi effectivement il y aurait eu un knockdown à l'entraînement, et pour toi tu penses que ça pourrait jouer ça aussi dans ce combat-là ? Tu veux dire psychologiquement sur l'état d'esprit des deux ? Dans ce que tu visualisais potentiellement pour le finish. Oh, non, pas vraiment, pas nécessairement. En fait, c'est vrai que c'est au-delà du fait que c'était il y a 2 ans et que 2 ans, c'est une éternité par rapport à la manière dont ont évolué leur carrière à chacun. Et puis, c'est aussi une éternité par rapport à la manière dont a évolué, je pense en particulier Ciryl, disons, parce qu'il s'est vraiment fondu dans son rôle de combattant de MMA, en fait. Il débarquait du Muay Thai, des sports juste de striking. Maintenant, il s'est tellement émancipé en tant que combattant de MMA ultra complet que je pense que pour l'un comme pour l'autre, même lorsque l'un pense à l'un et l'autre pense à l'un, c'est bon. Lorsque Ciryl pense à Francis, c'est l'inverse, c'est ça que je veux dire. Je pense que c'est pas évident de se raccrocher à ce qui a été, parce que Francis, on va le voir aussi, mais il a vraiment beaucoup progressé et pas seulement par son côté. Maintenant, il est patient, mais même techniquement, maintenant, il fait des trucs qu'il faisait pas avant, qui sont vraiment cool. Et donc, ça veut dire aussi qu'il en a sous le pied et qu'il a travaillé depuis qu'il n'est vraiment plus autant, enfin, qu'il n'est plus du tout au MMA Factory. Donc, en fait. À part, moi je pense que le truc qu'ils ont vécu ensemble et qui peut peut-être être resté vraiment dans la mémoire l'un de l'autre et qui ça ne changera pas, c'est peut-être la mentalité de l'un et de l'autre. Et ça, je pense que pour le coup, c'est un truc
Ben, Cyril a dû voir quel type de mental et quel type de mentalité avait Francis et vice-versa. Et ça, ils le savent au plus profond d'eux-mêmes, je pense. Ils le diront probablement pas parce que probablement que Francis a vu des trucs chez Cyril où il s'est dit, et probablement que l'inverse aussi. Hein. Et c'est ça qui pourra jouer, je pense, plus que le côté vraiment réellement technique. Je pense pas que le côté technique, parce qu'ils ont sparé ensemble, sera aussi important que ce qu'on le dit. Polydomso. Le chemin Non, de la victoire pour Cyril. C'est compliqué parce que la doxa, c'est-à-dire les gens qui regardent l'opinion majoritaire pensent que Cyril, sa voie de victoire, c'est de gagner à la décision et de gagner des points et de gagner des rounds parce qu'il est plus technique, mais qu'il n'a pas tellement les capacités de finish qu'a Francis Ngannou. Mais qu'en revanche, il va compenser en outboxant, en outstrikant Francis, en temporisant l'action, en l'empêchant de placer ses armes fortes et petit à petit en l'entraînant dans une guerre d'usure que Francis n'aime pas. Francis n'aime pas la guerre d'usure. Les rares fois où il y a été, ça s'est pas tellement bien passé pour lui en fait. Les guerres d'usure, on se souvient de bien sûr son premier combat contre Stipe Miocic. Un autre combat, c'est il y a encore très longtemps, mais qui était allé jusqu'à la décision, il l'avait perdu aussi également. Donc c'est pas sa came en fait. Dans la mentalité, dans ce que les gens pensent en général. Moi, j'ai tendance à penser que en fait, c'était vrai jusqu'à peu près son deuxième combat, c'était vrai juste après la défaite qu'il a eue contre Derrick Lewis. Et après, je pense qu'il y a eu un changement en fait. Même si évidemment on s'est rendu compte du changement que lors de son deuxième combat contre Stipe Miocic, parce qu'ensuite les combats qu'il a gagnés, on rappelle Curtis Blade, Cain Velasquez et Rosenstruck, ça s'est joué en un claquement de doigts. Donc on n'a pas pu voir l'évolution, mais l'évolution se faisait en fait déjà. Et ce qu'a montré en fait Ngannou dans son deuxième combat contre Stipe Miocic change totalement la donne, je pense, complètement en fait, et la stratégie qu'on peut avoir face à lui. Et de se dire on peut faire une guerre d'usure contre lui, c'est beaucoup moins évident que ça ne l'était à l'époque où il a rencontré Stipe Miocic la première fois en fait. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, le truc qui est le plus frappant pour moi chez Francis Ngannou, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est le cas de le dire. C'est pas tellement son pouvoir de KO, parce que ça, c'est l'arbre. À mon avis, c'est l'arbre qui cache la forêt. Bon, c'est un très gros arbre. Hein. C'est un chêne, un chêne millénaire. Ouais, tu vois, c'est clair. Mais c'est attendu chez les poids lourds. C'est un peu la qualité de base. Tu vois, tu prends en boxe, il y en a plein des poids lourds qui cognent comme des mules. Pareil en MMA, il y en a eu beaucoup avant et il y en aura beaucoup après Ngannou. Mais le truc qui est vraiment impressionnant chez Ngannou, quand on suit sa carrière à partir des premiers combats qu'il a fait à l'UFC, c'est le progrès qu'il fait entre chaque combat. Moi, c'est le truc qui me sidère. Quand on voit son premier combat contre un Brésilien, Henrique da Silva. Henrique da Silva, honnêtement, Luis Henrique. Ouais, Luis Henrique. Ah merde. Non, c'est Luis Henrique, je crois, t'as raison, ouais. Pardon. Excusez-nous si on s'est trompé, c'est vrai, le nom, je l'ai plus en tête. Shout-out à tous les Henrique. C'était un lutteur et c'était pas un combat très, très facile en arrivée à l'UFC, ça c'est clair, mais il y avait rien qui allait en fait. Quand tu regardes le combat aujourd'hui, objectivement, si ce n'est qu'il a une bonne rapidité de main, qu'il a toujours eu en fait, les déplacements, c'est n'importe quoi ce qu'il fait en fait. Enfin, c'est terrible. Hein. Non, mais je le dis avec tout le respect que j'ai pour Francis Ngannou, parce qu'après, il a plus ce problème. Ouais. Donc, on peut en parler, tu vois, il a corrigé le défaut. Mais comment il avance, c'est un truc que même des mecs qui ont fait genre 2 mois de boxe anglaise ne font plus, tu vois, en fait. Tu sais, d'avancer avec le pas arrière. Tu sais, c'est trop bizarre, c'est trop chelou, en fait. Et ça, il le fait plus. Il a fait ça, cette erreur, un combat. Le combat d'après, c'était plus là, en fait. Et pareil, en fait, à chaque combat, tu te dis, oh putain, ça, c'est grave qu'il y ait ce défaut-là. Et le combat suivant, il y ait plus ce défaut, tu vois. Et après, maintenant, on arrive à un stade où, en fait, les seuls défauts qu'il y a, c'est les défauts d'intention. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il aborde le combat ou pas, tu vois. Et contre Rosenstruck, on se dit, c'est une catastrophe parce qu'il se jette avec le menton en l'air et il fait des battoirs. Et ensuite, contre Stipe Miocic, il te fait un check hook, mais d'une propreté incroyable, quoi. Donc, en fait, je te dis, maintenant, on est arrivé à un stade où la technique, il l'a. Il progresse en fait de combat en combat et maintenant c'est juste comment il aborde le combat, tu vois. Et donc c'est pour ça que tu peux plus te dire ah non mais bon ça va, suffit juste de survivre 2 rounds et puis après c'est bon, il va se crever. Non, c'est plus possible. Ça marchait peut-être avant, mais c'est plus comme ça qu'il faut entrevoir les choses maintenant. Et c'est pour ça que je pense que Fernand Lopez a axé l'entraînement de Cyril Gane vers plus de force, plus d'impact, parce que maintenant il faut certes l'amener dans une guerre d'usure, ça ne change pas.
mais il faut lui faire mal. Il ne faut pas juste survivre en fait à Ngannou. Il faut l'entamer en fait. Et c'est pour ça que je pense que Cyril Gane va chercher le finish dans ce combat. Il ne va pas juste se contenter de faire ce qu'il a fait contre Volkov ou contre Rozenstruik. C'est nécessaire pour lui parce qu'il ne peut pas prendre le risque de multiplier les échanges et les escarmouches avec un Francis Ngannou qui maintenant a développé tout un savoir-faire pour faire face à cette guerre d'usure. Ce qu'il a fait contre Stipe Miocic dans le deuxième combat. Et il s'est fait rappeler à l'ordre sur un contre face à Stipe aussi. Donc c'est vrai que ça, il peut le garder dans sa mémoire aussi. C'est vrai, bon, c'est clair. Mais ce que je disais, c'était surtout la façon dont il a abordé l'approche du combat, d'arriver, de mettre la pression et de viser pour un strike à la tête, de faire 3 strikes en dessous de la tête, tu vois, en dessous du niveau de la mer. Ben ça, je veux dire, c'est tout con, hein. Mais ça, c'est un truc que, par exemple, Wilder n'a pas été capable de mettre en place contre Fury, alors que tout le monde s'est poumené à lui dire il a une meilleure équipe autour de lui, Wilder, il a plus de spécialistes, et tout le monde lui dit en plus qu'il faut qu'il fasse ça, il ne le fait pas. Ngannou le fait, tu vois. Donc maintenant, tu vois, c'est pour ça que l'équation est beaucoup plus complexe, en fait, quand tu abordes un combat comme ça. Donc je pense que, oui, il faut chercher à arriver à ce milieu de combat ou voir cette fin de combat contre Ngannou, mais il faut lui faire mal aussi. Il faut vraiment essayer de le secouer pour pas qu'il ait cette confiance en lui, de se dire à un moment donné il va tomber, tu vois. À un moment donné, si je multiplie les accrochages, ça va tomber, quoi. Parole à la défense, parole à Big Rusty. Ah non, bah absolument. Enfin, de toute façon, c'est clair que même en plus, c'est vrai, ne serait-ce que pour que les feintes marchent, ne serait-ce que pour que Cyril Gane puisse développer son jeu, en fait, c'est vrai qu'il va être obligé d'obtenir le respect de Francis. Et c'est vrai que mine de rien, ça viendra que lorsqu'il commencera à vraiment piquer Francis, mais sérieusement. C'est-à-dire que il va y avoir probablement un petit peu comme ce qu'il a fait d'ailleurs lors de son tout premier combat à l'UFC, Cyril contre Pessoa, où en gros, Pessoa c'était un mec qui était aussi très puissant et qui attendait qu'une chose, c'est en gros de pouvoir contrer Cyril et de pouvoir lui faire le plus mal possible sur un coup. Et du coup, en gros, Cyril faisait beaucoup de petits kicks, de petits trucs comme ça, juste pour, entre guillemets, marquer les points, juste pour, et puis aussi pour, pour commencer à montrer différentes cibles à Pessoa et lui occuper un peu l'esprit. Mais, face à Francis, en fait, je pense que du coup, il va être obligé de rapidement lui faire vraiment comprendre que il va être obligé de compter sur une force de frappe où il pourra pas juste avancer contre Cyril sans rien prendre en retour. Pour ce combat-là particulièrement, je pense que ça va être crucial que Cyril gagne le respect de Francis et le gagne assez rapidement en fait aussi, parce que il va, de toute façon, c'est le jeu de Cyril. Il va installer ses feintes, il va piquer avec son jab, et il va arriver avec une variété de kicks, une variété de coups, de cibles, comme à son habitude, en fait, pour essayer de dépasser son adversaire, de dépasser Francis. Mais c'est vrai que là, particulièrement, si jamais Francis commence à avancer avec confiance, ça pourrait vraiment être désastreux, parce que on va le voir lorsqu'on va faire l'analyse vraiment précise des forces de l'un et de l'autre, genre comment est-ce que l'un et l'autre pourraient gagner. Mais c'est vrai, comme en fait là Polydomso l'a évoqué, la progression technique de Francis fait que maintenant en fait, t'as l'impression que quand il veut, il peut vraiment faire des explosions. Parce que moi, j'en ai une en tête, c'est celle contre Miocic. C'est à la fin, je crois, du premier round ou au début du deuxième, où en fait, il fait une explosion. Donc, on est quelques mois après le combat contre Rozenstruik. Il fait une explosion athlétique, mais ultra technique. C'est un truc où il met knockdown Miocic. En gros, il est en orthodoxe. Il fait un bras arrière de diversion. Hop, en même temps, il enclenche un shift. Et pendant ce shift, il place son bras gauche en direct, ce qui met knockdown Miocic. Et c'est ultra technique. Et c'est une explosion athlétique pareille, sortie nulle part d'un seul coup, sur laquelle il met Miocic. Et en fait, le problème, c'est que du coup, Polydomso voulait interjecter appel, je crois. Ouais, non, c'est juste pour dire que cet enchaînement-là, c'est la spéciale de Kovalev, pour ceux qui connaissent. C'est la feinte de bras arrière, tu square on, tu vois, c'est vraiment, tu te mets de face à l'adversaire, le mec attend que le bras arrière arrive, et t'exploses, en fait, tu te projettes comme un ressort, en fait, sur ton bras avant, et là, tu fais mal, quoi. Et ouais, effectivement, ça a fait sacrément mal, puisque donc c'est comme ça qu'il a mis knockdown Miocic. Mais là où je veux en venir, effectivement, aussi, c'est que, c'est parce clairement, il était en confiance totale. Clairement, il était impérial dans le combat contre Miocic et il a vraiment pas douté à un seul moment, en fait. Et quand il ne doute pas et qu'il peut mettre en place ce qu'il veut mettre en place et qu'en plus, il est organisé, patient et méthodique,
c'est vraiment terrifiant parce que, bon, on sait qu'il est très, très évasif, Cyril, et on sait que c'est un génie du combat. Mais sur des explosions comme celle-là, ben oui, Cyril va dépasser très probablement techniquement Francis sur la totalité du combat, mais sur des enchaînements comme ça, sur des explosions de quelques dixièmes de seconde, s'il les fait de manière aussi technique, Francis, et qu'il surprend Cyril, ben, il n'y a pas besoin de plus que ça en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de plus qu'une explosion qui est très bien gérée, très technique de la part de Francis pour mettre KO en fait. Donc, et sur 25 minutes, c'est possible de ne pas avoir une explosion de ce type? Parce que c'est là toute la question, parce que selon toute vraisemblance, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que Cyril va selon toute vraisemblance dominer les débats. J'ai du mal à voir Francis dérailler la machine Cyril, tu vois, durablement. Bah, pour reprendre une métaphore footballistique, en fait, ce qu'on risque de voir, c'est que la possession de balle, ce sera Cyril, et peut-être les buts, en revanche, ce sera peut-être Ngannou, tu vois. Enfin, c'est un peu comme ça que les gens voient les choses. Et c'est vrai que j'ai tendance à penser quand même que celui qui mènera les débats et qui mènera qui aura l'initiative, ça va être Cyril, parce que c'est son style et parce qu'il n'a pas peur de le faire, et qu'en plus, comme tu dis, il a déjà 100 minutes de ring, enfin d'octogone sur les 2 dernières années. Mine de rien, ça va jouer. Le fait d'avoir énormément d'activités, ça te met en confiance, surtout chez les lourds. Il a rencontré Derrick Lewis qui cogne fort, il a rencontré Rozenstruik qui cogne fort, il a rencontré Volkov qui cogne fort, il n'aura pas peur. Dos Santos aussi, dans une moindre mesure. Les restes de Dos Santos. On va pas aborder ce sujet, pas en ma présence. Over my dead body, s'il vous plaît. Mais donc, du coup, je pense qu'il n'aura pas peur de mener les débats, pas peur d'avoir l'activité. Et en plus de ça, je pense qu'il va se rendre compte très rapidement que c'est un cercle vertueux. Parce que quand c'est lui qui va mener les débats, le seul truc qu'il aura vraiment à craindre, c'est le contre en bras arrière d'Ngannou. Et contrer des bras arrière, c'est un peu la carrière de... Enfin, éviter les bras arrière, c'est un peu la carrière de Gane, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu l'arme de base de tous les heavyweights. Et depuis ses premiers combats là, dans l'organisation canadienne, j'ai oublié le nom. TKO, ouais. TKO, là, son deuxième, là, contre Dishka ou des trucs comme ça, c'était des mecs, ils avaient juste ça, en fait. Donc, en gros, il sait faire ça. Je pense qu'il va s'en rendre compte que s'il pousse Ngannou sur le reculoir avec les feintes, avec son jeu de shift, de switch, enfin, toute cette richesse-là qu'il a, il va se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas tellement d'efforts à faire pour se mettre à l'abri. En revanche, il ne pourra pas, je pense, tu vois, complètement, entre guillemets, castrer son adversaire et le mettre dans une disposition mentale où le mec accepte de reculer. Ce qu'il a fait à Volkov, qui était assez étonnant, tu vois, c'est que Volkov, à un moment donné, il n'a même plus essayé, en fait, d'aller de l'avant, tu vois. Il s'est enfermé dans cette position de je recule, je recule, je recule. Je pense que ce qu'on risque de voir, c'est que Ngannou, il y a toujours un moment où il va reprendre au moins la main pendant quelques moments, tu vois. Et ce sera peut-être suffisant, en fait. Il n'y a peut-être pas besoin de plus, en fait. Mais voire même, moi, je me demande même si justement Francis ne va pas en pleine conscience, et donc là, il est probablement déjà en train de le travailler, justement faire en sorte de ne jamais reculer, parce qu'au final, c'est vrai que ce serait le truc le plus détrimental pour lui. Et en plus, ce qu'il pourra produire de mieux, ce sera probablement plus en avançant qu'en reculant, parce que même si effectivement il place des contres de l'enfer, il n'est pas non plus connu pour ça, mais il est plutôt connu effectivement pour pouvoir développer un jeu plutôt offensif. Et en plus, comment dire, il peut très bien faire, c'est, comment dire, ce sera en mode poids lourd, mais, et attention, la comparaison va être fumeuse au premier abord, mais un peu un truc en mode Conor McGregor dans le sens mettre une pression, c'est-à-dire avancer constamment en essayant de cadrer sans forcément être actif pour autant, mais juste pour pousser Cyril à soit déclencher, soit à bouger un petit peu partout. Donc, bon, pour entamer le cardio, mais bon, on sait que c'est quand même compliqué d'entamer le cardio de Cyril, mais au moins, déjà, pour lui, ne pas être mis en danger, pour pouvoir kicker quand il veut kicker, parce que quand tu es sur le couloir, c'est très compliqué. Et en plus, même s'il met des gros kicks, Francis, il les met pas de la manière la plus technique. Et du coup, en plus, en reculant, je pense que ce serait très compliqué. Il y a un truc aussi que j'ai vu dans le combat et que j'avais pas vu la première fois dans le combat contre Miocic, le deuxième, c'est que en fait, il y a un moment, et tu sais que c'est travaillé à l'entraînement, parce qu'en gros, quand ça arrive, Francis, tu le vois, il se précipite dessus. En gros, et ça c'est très important pour le combat contre Cyril, les moments où Francis mettait la pression à Miocic et que Miocic se retrouvait le dos face à la cage et donc il n'avait plus le choix s'il voulait s'enfuir que de s'enfuir par des mouvements latéraux, des pas chassés vers la droite ou vers la gauche juste pour échapper à la pression de Francis.
Eh ben, il y a plusieurs fois, donc 2 fois. Une, je crois que c'est au bout de 50 secondes, et la deuxième, c'est tout à la fin du premier round, juste avant la cloche, où en fait, Francis voit que Miocic s'échappe latéralement et il prend ce moment-là pour mettre des gros low kicks. Et ça, c'est pas un hasard du tout. Et ça, pour le combat contre Cyril, ça peut être largement utilisé par Francis. Parce que en gros, le meilleur moment, tu sais, il y a des moments comme ça où tu sais que tu peux avoir, entre guillemets, des low kicks gratuits, des moments où la personne en face pourra pas contrer et où elle pourra difficilement y échapper. Et un de ces moments de prédilection, c'est lorsque la personne fait des mouvements latéraux, donc pour s'échapper, des pas chassés ou quoi. Et ça, ces 2 moments-là, il a chopé le truc, mais en mode, le premier low kick, franchement, retournez voir le combat au bout de 50 secondes. Quand Miocic commence à faire son pas chassé pour s'échapper donc vers sa droite à lui, tu vois Francis, vraiment, tu sais que c'est drillé parce qu'il est en mode ok, c'est maintenant. Et en gros, il se précipite pour mettre un gros low kick, mais en plus, gros low kick de porc. Et en fait, ça, je me dis, ben, c'est con, hein, mais rien que ça contre Cyril, déjà, ça peut faire vraiment des dommages. Parce que, un, pour saper ses jambes, deux, pour potentiellement l'immobiliser et ensuite, pourquoi pas construire dessus. Il y a des trucs comme ça que fait Francis et qu'il a, comme dit Polydomso, rajouté au fur et à mesure, parce que ça, il le faisait pas du tout avant, qui peuvent vraiment, vraiment faire mal, et en particulier à quelqu'un d'aérien et de mobile comme Cyril, quoi. Mm. Après, je pense que la différence, c'est que Stipe Miocic partait du principe de toute façon que Ngannou allait lui mettre la pression. Parce que c'était ce qu'il avait fait sur le premier combat. Il avait fait du rope-dope en fait contre Ngannou. Et je pense que c'est l'erreur de Stipe Miocic sur ce deuxième combat, c'est d'avoir cédé le milieu de l'octogone. Il aurait jamais dû faire ça en fait. C'était le truc à pas faire. Et je pense que là, en revanche, ce sera beaucoup plus compliqué pour Ngannou de mettre le dos à la cage à Cyril. Enfin, je vois pas Cyril reculer, céder l'octogone comme ça. Et quand tu regardes en fait le deuxième combat entre Miocic et Ngannou, Ngannou n'a pas besoin de faire grand-chose pour que Cyril se mette volontairement dos à la cage. Hein. Y a pas, il coupe mieux le pas, ça je suis d'accord, parce qu'avant il suivait ses adversaires Ngannou. Là, tu vois, il cadre, ouais. Il a une meilleure conscience de sa position dans l'octogone, je suis d'accord. Et c'est impressionnant hein, qu'il ait appris à développer ça. Encore une fois, on le redit, c'est des trucs qui s'apprennent pas comme ça. Et lui, il l'apprend, tu vois. Chaque combat, il y a un truc nouveau qui apparaît, tu vois. Et tu te dis, ah putain de merde, effectivement. Et donc, il y a ça maintenant, mais il n'a pas fait un jeu de feinte, il n'a pas travaillé du bras avant, il n'a pas fait un double jab pour pousser l'adversaire, il n'y a pas de front kick, il n'y a pas toute cette richesse encore. Et il y aura peut-être cette richesse contre Cyril. Hein. On n'est pas à l'abri qu'il y ait ça, tu vois. Mais pour le moment, c'est pour ça que je pense que Cyril va quand même avoir le centre de l'octogone. Il sait trop bien, il y a trop de trucs qu'il sait faire. Et pareil, contre les low kicks, c'est vrai que c'est une arme qu'il doit utiliser. Il ne sait même pas qu'il pourrait, non, il doit utiliser cette arme contre Cyril. C'est évident. Tous les adversaires qui ont connu un peu de succès contre Cyril, c'était les low kicks. Le premier round de Volkov, low kick, ça a bien marché. Derrick Lewis, le seul strike qui a touché vraiment efficacement Cyril Gane, low kick. Donc c'est normal. Quand tu as un mec qui bouge beaucoup, qui est sur la pointe de pied, bah, c'est une arme, de toute façon, tu es obligé de la sortir. Tu vois. Donc il va le faire. Maintenant, comment est-ce qu'il va le faire ? Il y a ce que tu évoquais, c'est de faire reculer l'adversaire, de le mobiliser, si tu veux, de l'obliger à utiliser ses jambes pour le frapper. Ça, c'est la spéciale Ernesto Hoost. Pour la petite histoire, Ernesto Hoost, c'est un des meilleurs low kickers de l'histoire du K1. Et quand on lui posait la question, est-ce qu'il avait peur de se faire checker les low kicks et de se faire péter le tibia, il disait non, mais moi, je donne des low kicks que quand je sais à 100% que le mec va pas le checker, tu vois. Et c'est vrai qu'il avait tout ce savoir-faire, soit quand le mec arrivait de le choper en contre, soit de développer ses agressions. Alors, c'est magnifique, il y a des compiles sur YouTube, c'est sublime, où il fait reculer l'adversaire ou se couvrir et il passe un low kick, mais à chaque fois, c'est free, tu vois, c'est gratuit. Donc, effectivement, il y a ça. Maintenant, ça va être compliqué pour Ngannou de le faire parce qu'il l'a fait contre Stipe Miocic. Parce que Stipe Miocic, même s'il faisait des mouvements latéraux, généralement, il faisait tout le temps des mouvements latéraux à peu près du même côté. Alors, il est un peu plus prévisible. Parfois, il change. Hein, Et d'ailleurs, il le savait, Francis, puisque c'est sur ce côté-là qu'il avait prévu le high kick qui est passé le pointe du menton à un moment donné. C'est ça. Bah, tu vois, comme quoi, en plus de ça, il varie sur cette entrée en low kick, donc c'est quand même assez dangereux. Mais alors que Cyril Gane, l'un des trucs qu'il fait très bien, c'est justement de changer de garde et peut-être de pas tout le temps sortir du même côté. Enfin, il sait très bien utiliser ce truc-là. Donc, ce type de low kick sera plus compliqué à mettre en place. C'est pas impossible, il peut le faire, mais ce sera un peu plus compliqué. Moi, je pense que les low kicks qui marcheraient très bien contre Cyril, à partir du moment où c'est Cyril qui à mon avis aura le centre de l'octogone et mettra la pression, c'est les low kicks un peu à la Justin Gaethje ou à la Masaki Noiri, en fait, où tu prends le jab volontairement, tu sais qu'il va venir, tu te protèges et tout, et au moment où tu sais où la jambe avant est, bam, tu contres.
Et ça, je pense que c'est très, très violent. Et d'ailleurs, Volkov l'a bien fait contre Cyril. À un moment donné, un des low kicks qui passe le mieux, je crois que c'est au premier round, c'est exactement ça. C'est quand Cyril arrive pour une entrée et en gros, il se fait complètement déséquilibrer et casser les appuis par un low kick de Volkov. Ouais. Ça, en plus, maintenant, ça me permettrait d'enchaîner sur une autre arme qu'il a développée qui marche très bien en synergie avec ce contre en low kick. Et c'est un truc qu'on a vu récemment cette année, notamment Poirier a eu beaucoup utilisé ça. C'est le low kick en check de la jambe arrière et le check hook, le contre du bras avant en crochet. C'est des armes qui s'allient bien, c'est-à-dire tu peux varier l'un l'autre. La personne, quand elle est habituée à prendre un low kick, après, elle va se découvrir. Et donc, moi, pourquoi j'en parle, c'est parce qu'un des trucs les plus propres qu'ait fait Ngannou contre Stipe Miocic, c'est le crochet en contre, en finish qu'il place contre Stipe Miocic, qui est d'une pureté incroyable. Hein. C'est impressionnant parce qu'en plus, comme l'avait souligné Guillaume, il prend un contre juste avant. Il est ébranlé par le contre. Moi, je ne crois pas une seconde ce qu'il disait en disant non, je n'ai pas senti. Non, il est ébranlé, il recule, mais il est bien placé. Il a ses appuis et il a supprimé tout déchet en fait du mouvement. Il y a rien qui est parasite, il y a rien qui est en trop dans ce mouvement et du coup ça éteint totalement Stipe Miocic qui je pense n'a pas vu venir le coup là pour le coup c'est impressionnant. Donc ça c'est deux armes qui marchent bien en plus très bien contre des mecs qui ont un peu des gardes amples de karatéka un peu comme Cyril Gane. Donc Cyril Gane devra faire très attention je pense de son côté si c'est lui qui a la main et si c'est lui qui dirige de pas se dire il faut pas qu'il se dise, qu'il soit dans le confort mental de se dire c'est bon, allez, il y a le bras arrière, il faut que je fasse gaffe qu'au bras arrière. Non, il faudra faire bien sûr très attention au bras arrière, mais il y a ce travail en low kick qui, à mon avis, sera mis en place. Et il y a ce contre du crochet. Bon, je pense qu'il est pas con, Gane, il a dû le voir et tout, et il sait très bien. C'est la grande force de Gane aussi de désarmer l'adversaire en contre avec tout son jeu de feinte, son jeu de changement de garde et tout. Mais c'est une des armes en plus qu'a Ngannou pour reprendre la main, reprendre l'initiative. Parce que s'il envoie un low kick, par exemple, en contre à Gane, au-delà du fait que ça va lui casser ses appuis, que ça va l'immobiliser, surtout, ça lui refait prendre la parole dans une discussion. Le combat, c'est une discussion. Tu casses l'appui, t'empêches en fait Gane de développer son agression. Gane va devoir se replacer. C'est-à-dire, il ne peut pas continuer quand tu t'es pris un low kick comme ça, tu es déséquilibré, tu sors de l'axe. Donc, tu es obligé de prendre un temps de pause quelque part pour te replacer, pour te remettre en position. Alors, il y en a qui optimisent, c'est-à-dire ils prennent par exemple un low kick jambe avant, ils vont tourner sur un spinning back fist, tu vois, pour pas perdre, si tu veux, l'inertie du mouvement. Mais ça, tu le fais une fois, tu le fais pas 30 fois dans un combat, quoi. Tu voulais dire quelque chose, Rust, par rapport à ça? Non, il me semble que c'est exactement comme ça que Uriah Hall met le plus gros KO de l'histoire du TUF en spinning back kick contre Adam Carolla, je crois, un truc comme ça. Et il me semble que c'est exactement ça. Il prend un low kick et en gros, il l'accepte et du coup, il laisse sa jambe partir dans la garde différente et il utilise l'inertie pour mettre son... Et je crois que c'est comme ça qu'il le met, ouais. Putain, je me souviens plus exactement de la séquence, mais ça, c'est un truc que tu vois beaucoup, par exemple, en Kyokushin, comme ils sont au corps à corps, quand ils prennent un low kick, c'est super compliqué de se replacer parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre et tu perds un temps dingue et tu peux prendre des coups. Donc, généralement, ils tournent, ils font tout de suite un coup de pierre tourné et tout pour optimiser le mouvement. Mais ça, c'est un truc qui marche une fois. Ouais. Si tu le répètes, après, tu vas devenir prévisible et le mec peut te tendre des pièges. Donc, je pense que c'est à ces moments-là où il va devoir se replacer en garde. Et c'est là, dans cette petite fenêtre de seconde, où Francis Ngannou pourra développer son agression, en fait. Et c'est, moi, si je devais conseiller Francis, je lui dirais, dans ces moments-là, il ne faut surtout pas qu'il se dise, il faut que j'arrache la tête de Gane. Il se dit, là, il faut que je passe soit un autre low kick, soit un coup au corps, pour remettre, en fait, le jeu à niveau, pour qu'arriver au round 2-3, ils soient à peu près au même niveau énergétique, au même niveau calorique, l'un et l'autre, en fait. Parce que là, dans ce cas-là, s'ils sont à ce même niveau au troisième round, ce sera très mauvais pour Gane, je pense. Et il y a un endroit, moi aussi, où j'aimerais vraiment voir ce que donne le combat, c'est en clinch. Je serais vraiment très curieux. Alors, il faudra voir les manières dont le combat pourrait y arriver, parce que donc ça voudrait dire que l'un ou l'autre a vraiment cassé la distance. La manière dont je vois le truc arriver, à la limite, c'est... Francis commence à mettre la pression, il commence à essayer de cadrer Cyril. Cyril, comme dans son habitude, fait des changements de direction, mais en gros, c'est ça qui est trop stylé avec la défense de Cyril, c'est que tu as plusieurs niveaux. Genre, si c'est juste une petite attaque de l'adversaire, genre il fait son petit saut de retrait vers l'arrière. S'il voit que l'attaque continue, il fait le saut de retrait ou alors il fait des changements de direction et il les multiplie à l'envi pour que, en gros, le mec ne puisse juste plus suivre au bout d'un moment. Et il a aussi la troisième,
le troisième cercle concentrique de défense. La troisième couche. Voilà, troisième couche, où quand là, il se dit, bon, bah, ok, par contre, là, il va falloir que j'arrête un petit peu cette espèce de course folle, il rentre en clinch. Et dans ces moments-là, il fait du sublime boulot, encore une fois, Cyril. Et il est très très bon, effectivement, même ne serait-ce qu'en anglaise ou avec les coudes, pour éviter des coups et en remettre lui, généralement en mettant le casque qui va bien. On sait aussi que du coup, Fernand l'a dit dans une interview du coup à certains de nos confrères américains, mais c'est comme ça qu'il aurait mis le knockdown à Francis à l'entraînement avec un coup de genou au foie. Et ça, c'est vrai que pour le coup, en clinch, là, la technique est tellement prévalente. Parce que c'est vrai qu'à distance, entre guillemets, avec un crochet large, même si tu n'as pas beaucoup forcément de technique, ça peut passer. En clinch, c'est un peu comme au sol. Tu peux pas vraiment improviser, et quelqu'un qui est technique et qui sait ce qu'il fait, il te prendra 100% du temps, il prendra l'avantage. Et dans des passages comme ça, Francis est extrêmement fort. Donc, à mon avis, quand Francis te passe genre un collard ou un double collard ou un truc, je pense que tu ne bouges plus jamais, en fait. Mais si jamais Cyril est suffisamment technique et rapide, je pense qu'il peut vraiment faire très très mal en clinch, et que ce soit et particulièrement, je dirais, au centre de la cage, si jamais ça se passe. Parce que par contre, en clinch contre la cage, j'aurais trop peur qu'il se fasse retourner, parce que là, pour le coup, Francis, je pense, peut vraiment utiliser un avantage de puissance. Mais si jamais il y a des accrochages au centre de la cage en clinch, je pense qu'il y a vraiment du sale qui peut se passer. Et là, pour le coup, j'aurais tendance à dire en faveur de Cyril. Polydomso avait quelque chose à ajouter par rapport au clinch. Alors, je suis d'accord sur la partie, sur tout ce que tu as dit sur le fait que, quand tu as un savoir-faire en clinch, tu as un avantage certain sur l'adversaire. Enfin, là, tu montes tes cotes à 90%, je pense, honnêtement. Néanmoins, il y a quand même des parts d'aléas en clinch. Toujours, c'est les sorties et entrées. C'est toujours le moment où, même si tu es Regarde, on en a eu un exemple parfait avec Yoji Horiguchi, qui, pendant 4 rounds, a dominé totalement Sergio Pettis. Il est sorti d'un clinch. Bon, c'était un truc un peu imprévisible qui s'est pris, mais néanmoins, KO, quoi. Moi, je pense notamment à Shogun Rua, qui était un maître en clinch aussi. Contre Dan Anderson, qui est pourtant, pas connu pour sa technique, même s'il vient de la lutte, en clinch qui est très particulier, et pourtant, effectivement, c'est Dan Anderson qui a mis KO en sortie de clinch, effectivement. Ouais, effectivement. Donc, c'est toujours ces trucs-là où, là, d'un coup, l'équation se rééquilibre. C'est-à-dire que t'as un avantage quand tu sors, t'as un moment de désaccrochage, et là, il suffit juste qu'il y ait un coup qui parte, et boum, tu vois. C'est trop rapide, c'est trop près, en fait. Donc, tu n'as pas si tu déconnes un petit peu, que tu n'as pas ta main en protection et tout, tu peux te faire surprendre. Et au-delà de ça, là où je suis en revanche un peu en désaccord avec toi, cher Russ, c'est que je pense que même contre la cage, je dirais même d'autant plus contre la cage, Gane, c'est là où il est vraiment bon, en fait. Quand tu regardes vraiment ses derniers combats, ce qu'il a fait contre Derrick Lewis, et généralement, il se retrouve dans cette situation, même contre Rosenstruck. Tout ce jeu d'agression contre la cage où il t'immobilise et tout, je pense qu'il a la force déjà pour tenir Ngannou. C'est un des rares heavyweights qui, à mon avis, a peut-être pas autant d'explosivité que Francis Ngannou, mais en termes de force et de puissance, bon là c'est au doigt mouillé, mais j'ai l'impression quand même qu'il a pas trop parce que tu vois, il a complètement fixé Derrick Lewis, et Derrick Lewis en explosivité, c'est un des meilleurs pour ça, tu vois, de sortir du truc et tout, et tu te dis merde, comment il a fait, tu vois, là il a pas pu le faire, tu vois. Donc je pense qu'il y a ça. Et quand tu vois les enchaînements d'agressions qu'il fait contre la cage, notamment encore contre Derrick Lewis, tu sais, son coup de coude, cette séquence là où il met le coup de coude à la Batman, puis il revient juste derrière et tout. Tu fais non, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, c'est délirant. Donc je pense qu'il a un avantage énorme sur Francis Ngannou dans ce domaine-là, très particulier du combat, qui est la lutte contre la cage, où Ngannou, il y a toujours un X-factor, parce que c'est un Space Marine, le mec, donc tu peux jamais vraiment être sûr à 100%, mais il est rarement dans cette situation-là, finalement. Quand tu réfléchis, tu vois, tu vois, où il est dos à la cage et quelqu'un lui met la pression contre la cage. Francis, les seuls moments qui ne viennent, c'est quand il était archi mort contre Miocic, mais du coup, je sais pas si on peut en déduire quelque chose. Mais cela dit, c'est vrai aussi pour une autre chose, c'est que ça va taxer son énergie très rapidement aussi. Et effectivement, ça, c'est majeur. Moi, je pense que je pense, sans vouloir m'avancer, que c'est la stratégie qui est visée par l'équipe Lopez, tu vois, de gagner, de faire reculer Ngannou, d'avoir la main, et très rapidement de faire du punch and clutch pour limiter les échanges et arriver parce que là, lutte contre la cage, c'est là où tu crèves un adversaire aussi, tu vois. Quand un mec, surtout un mec qui fonctionne à l'explosivité comme Francis Ngannou, là, il va
pour se Ce qui sortir. s'était Il se passé sortira. contre Stipe. Ouais, exactement. Combat. Première itération, tout à fait, parce que ça, c'est tellement taxant pour ceux qui en ont fait un petit peu. Déjà, le clinch, pour ceux qui ont fait un peu de boxe, c'est horrible. c'est la mort. Hein. Quand t'as ton entraîneur qui fait bon, les trois, on fait 5 rounds de clinch. Et tu fais bon, c'est comme ça. Et alors, contre la cage en particulier, quand t'as un mec qui sait très bien poser sa tête, pousser avec sa tête. Enfin, y en a qui sont légendaires pour ça. Tu prends John Jones, pour ne citer que lui. C'est un cauchemar. Tu peux rien faire, en fait. Tu ne peux rien faire. Et c'est vrai que Gane, là où il a progressé énormément en plus de ça, c'est qu'il est devenu très bon pour, tu vois, pour masquer son attention. Tu sais pas s'il veut aller vers une mise au sol ou s'il veut juste te pousser contre la cage. Tu sais jamais vraiment, en fait, contre lui. Tu vois. Donc ça, c'est très, très fort parce qu'il te maintient dans cette incertitude qui, en plus, t'es tendu. Quand t'es relâché, quand t'es tranquille, quand tu sais ce qui arrive, tu te fatigues pas. Quand tu es déjà dans un effort où tu dois maintenir la personne et qu'en plus tu dis, bon, il y a peut-être le coude qui va venir, il y a peut-être le genou qui va venir, il y a peut-être le sol qui va venir, tu es ultra crispé. C'est atroce comme situation. Ouais. Et là, mec, tu te crèves. Donc, à mon avis, je pense que là, il y a quand même un avantage. Même si on n'est pas à l'abri, je suis d'accord avec toi que un petit balayage ou une petite projection, et c'est peut-être ça qu'a visé Francis. Parce qu'encore une fois, ils connaissent leurs armes, les uns et les autres. Et Francis, il se dit, peut-être là, on ne m'attend pas dans ce domaine-là. Mais peut-être, il a peut-être fait un stage accéléré de judo, tu vois, pour placer un truc. tu sais pas, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est une possibilité. Moi, je pense que quand tu prends les capacités initiales de chacun, c'est quand même là où Cyril a un gros avantage. Et donc, concernant le sol, Big Rusty, on a d'un côté un Cyril Gane qui, c'est vrai, au fil de ses combats, a de plus en plus souhaité changer de niveau, extrêmement agressif en soumission également, et un Francis qui a surpris pas mal de monde en prenant de doute Stipe Miocic, et puis en assénant un Ground and Pound assez violent. Mais il y avait Daniel Cormier quand même qui avait mis au sol. Ah oui, et autant pour moi. La chandelle, la spéciale Daniel Cormier. Ouais, la machine à laver. Ouais, en fait, le truc, c'est que là, comme en parlant de Daniel Cormier, un truc qu'a dit Daniel Cormier et qu'on répète, c'est vrai assez souvent, mais c'est parce que chez les poids lourds, c'est tellement important, c'est que la raison pour laquelle donc un lutteur olympique du calibre de DC n'utilisait plus tellement sa lutte, c'est parce qu'en fait, et à plus forte raison chez les lourds, c'est extrêmement taxant énergétiquement de tenter des mises au sol, et en plus si tu les rates, ou alors si elles ne portent pas leurs fruits. Parce que si jamais tu mets tout un effort, tu te lèves le matin, tu prends ton sac et tu vas faire ta tentative de takedown, tu mets vraiment de l'énergie, de la technique, de l'envie, et que le mec te sprawl et qu'il arrive à se relever, ou alors tu le mets au sol et immédiatement il se relève et ça repart, c'est terrible pour le mental et c'est terrible au niveau de tout ce que tu auras dépensé énergétiquement pour en arriver à rien. Et en fait, c'est pour ça que Daniel Cormier disait, moi je fais plus trop de mise au sol, c'est justement pour ça en fait. Pour un mec comme Francis, qui doit vraiment très judicieusement utiliser son énergie parce que c'est un tank et que du coup forcément ça consomme plus, ce serait intéressant, mais je mettrais ma main à couper que dans le game plan il n'y a pas mise au sol qui est dans la stratégie. Franchement, j'en mettrais ma main à couper parce que ce serait tellement un risque que de décider d'utiliser ses ressources d'énergie là-dedans. Dans un combat où le mec en face, tu sais qu'il est connu pour en gros virevolter pendant 5 rounds et être là physiquement, même pour les autres types d'efforts, tu vois, mais je pense que c'est très compliqué. Cyril, en revanche, il y a moyen qui est peut-être un peu plus un game plan qui tournerait autour, tu sais, un peu à la Blachowicz Adesanya, quoi, où on travaille, on sape et on harcèle pendant 3-4 rounds et au bout et après 3-4, quand en gros, tu sais, faire Francis est un petit peu plus lourd sur ses appuis, qu'il est beaucoup moins mobile, qui réagit beaucoup moins et qu'il commence à être pris de vitesse de plus en plus souvent si ça en arrive là. À ces moments-là, effectivement, un changement de niveau soudain de Cyril avec, tu sais, pas seulement ce qu'il aura pu faire au fur et à mesure du combat, genre juste hop, des petits changements de niveau, juste pour te mettre dans la tête, ça peut venir, mais sans vraiment s'engager pour le mettre. Parce que Cyril aussi prendrait le risque de prendre un gros sprawl de papa par Francis, et ça, c'est quand même très risqué aussi. Parce que pour le coup, si jamais, pour une raison ou une autre, Cyril se retrouve au sol sur son dos contre Francis, il va pas falloir beaucoup de cacahuètes avant que ça s'éteigne. Ouais, donc, des patates de Francis à l'air libre, c'est déjà terrible, mais alors des patates de Francis où sous ta tête, il y a du béton, je pense que grosso modo, l'effet casse-noisette, je pense que ça prendra pas longtemps. Concassage, ouais. Ouais, concassage. Et donc, je pense que ça, ce serait très mauvais bail. Donc, c'est pour ça que
je finirai là-dessus, mais effectivement, je pense que même si Cyril n'a peut-être pas intérêt à tenter des vraies grosses mises au sol au début, même si, d'un autre côté, si jamais il l'a réussi et qu'il met Francis sur son dos, on sait aussi que Francis sur son dos, c'est pas non plus, je sais pas, Carlos Condit, Marcelo Garcia ou j'en sais rien. Ouais, non. Je sais pas pourquoi j'ai pris ces deux-là Très qui n'ont loin, rien à voir, très, mais ouais. très loin. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que les risques étant quand même assez grands pour l'un comme pour l'autre, si ça se retrouve au sol, pour des raisons différentes, je pense pas que, en tout cas dans les premiers rounds, l'emphase sera mis par l'un ou l'autre là-dessus. Mais effectivement, fin du combat, quand il y a des ouvertures pour Cyril, petit changement de niveau, petit timing, amené au sol et pourquoi pas petite soumission, quoi. Polydomso. Pitié, les amener au sol en high cross grab, hein, s'il te plaît. Pas la tête intérieure dans la barre. Non, tu nous refais pas une Curtis Blade, quoi, parce que ça, c'est pas possible. Là, c'est le théorème de Khabib, je vais l'appeler comme ça, parce que c'est quand même Khabib qui faisait tout le temps ça. Khabib, entraîné par Daniel Cormier, encore une fois. Non, mais là, pour le coup, pour ce côté. Sur les entrées en high cross grab, c'est vraiment, il le faisait pas avant, en fait, d'arriver à Ikea, et on sait que c'est Daniel Cormier. Donc, évidemment, Abdulmanap a une part très importante dans le succès de Khabib, mais on a tendance à minimiser l'impact, je pense, de Daniel Cormier, et c'est vrai que Daniel Cormier a été d'une grande aide pour Khabib, parce qu'en fait, l'idée, c'est normalement, théoriquement, quand tu envoies un single, tu mets ta tête en intérieur pour éviter la guillotine. C'est ce qu'on t'apprend généralement en lutte, quoi, ou même pas vraiment en lutte, mais plus en grappling. On t'apprend ça parce qu'on te dit, ouais, tout de suite, la guillotine arrive et tout. En réalité, ce que tu risques le plus, et à plus forte raison en poids lourd, c'est de te prendre un genou ou de te prendre un uppercut, quoi. Et ça, c'est mieux de sortir du coup de tête extérieur et donc de pas faire un single de base, mais de faire plutôt un high crotch grab. Parce que franchement, je vois très très mal Ngannou tenter une guillotine, c'est sauter dans la garde. Donc il faut calculer, il faut savoir quel risque tu prends et faire un changement de niveau face à un mec comme Ngannou qui a des uppercuts, tu vois, mais Obélix. genre Popeye, ouais, Obélix, ouais, c'est mieux Obélix. Non, hors de question. Ou alors tu fais ça en vraiment très low single ou low double, un peu comme Mateusz Gamrot, pour vraiment éviter les risques, mais pas le truc genre tête la première. Ce qu'a fait Curtis Blade contre Derrick Lewis, quoi. Ça, c'est hors de question. Rédhibitoire. Rédhibitoire. Non, moi, je suis d'accord. Je pense que j'ai vraiment du mal. Autant ce que j'ai dit sur Francis Ngannou, je reviens pas là-dessus. Il progresse énormément et il peut apporter des trucs. Notamment, effectivement, là, pareil, un des endroits où il a énormément progressé sur sa défense de lutte. C'est évident, ce qu'il fait contre Stipe Miocic à la fin, je crois, du premier round. Oui. Il sprawl, mais c'est pas un sprawl genre le sprawl année 2000, début du MMA, quoi. C'est un sprawl intelligent, tu vois, où il contrôle les mains, il pousse sur la tête de Stipe Miocic pour l'empêcher de faire levier et direct il prend le dos. Donc c'est déjà un niveau. Même si Fernand avait beaucoup à redire sur ce sprawl. Ah ouais, mais attends, on est chez les poids lourds, quoi. C'est moi je vois ça, je me dis putain, propre, hein. Genre, je suis d'accord que dans les autres, c'est pas du José Aldo, quoi. C'est pas évidemment, mais quand t'arrives dans ces catégories-là. Parce que en gros, ce que reprochait Fernand à ce sprawl, c'est pas tellement. Déjà, c'est le sprawl où pour Fernand, en gros, c'est pas la meilleure des techniques parce que normalement, en gros, t'es censé plutôt mettre, d'après ce que j'ai compris, la main sur la nuque et ensuite de tourner. Et je crois que surtout, en fait, ce que disait Fernand, c'était que c'est surtout Miocic qui a merdé, en fait. Dans le sens, Miocic, il fait son timing magnifique où il va choper la jambe de Francis. Et en fait, c'est après. Miocic, entre guillemets, il a un espèce de brain fart, il a un espèce il freeze et il ne tente pas, soit de dévisser en changeant de direction, soit de tirer vers l'arrière. Il essaye d'aller vers les hanches et ça, c'est une erreur. Ouais, voilà. Alors qu'il est déjà dedans et en gros, je crois que c'est ça que reprochait Fernand, c'est qu'en gros, c'est Miocic, même si Francis, de toute façon, le résultat valide la méthode pour le coup, mais que c'est Miocic, en gros, il a été très passif une fois qu'il avait la jambe et ça lui a coûté, en gros, le ground and pound qui est venu après, qui a pas dû être très choucard, quoi. Non, je suis d'accord avec ça, mais néanmoins, je peux vous assurer quand même que vous regardez les sprawls que faisait Francis dans son premier combat contre Curtis Blade ou dans son combat contre Luis Enrique ou Enrique Silva, je ne sais toujours pas. Non, mais c'est le jour et la nuit, quoi. C'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Enfin, même si effectivement c'est perfectible, je suis d'accord que sur le contrôle de la nuque, et même maintenant aujourd'hui, le strict contrôle de la nuque, quand tu fais un sprawl, ça devient même obsolète en réalité quand tu regardes maintenant ce que les meilleurs takedown défense artistes des plus petites catégories maintenant cherchent aussi à éviter, à contrer la jonction des mains de l'adversaire, à tout de suite chercher
à casser en fait cette jonction des mains avec un contrôle des mains en plus du sprawl. Enfin, tu vois ça tout de suite, ce qui était moins vrai avant. Tu vois, généralement, tu faisais le sprawl, tu gardais les mains sur l'adversaire. Là, les gens tout de suite, ils vont chercher le poignet de l'adversaire en plus. Ça, c'est un truc que tu vois pas chez les lourds de toute façon. Là, on est à un degré de technicité qui est pas encore remonté. C'est comme le sucre et la capillarité, tu vois. C'est pas remonté encore chez les lourds. Ça arrivera peut-être un peu après. Hein, qui sait, peut-être que Ngannou va nous montrer ça dans son prochain combat. Donc, moi, je pense qu'il a énormément progressé là-dessus. Il a une compréhension qu'il n'avait pas avant. Avant, tu vois, il cherchait juste à se relever tout de suite. Maintenant, tu vois, il sait qu'il peut avoir un avantage, il va le prendre, tu vois. Et il s'aventure sur un terrain qu'on ne lui prêtait pas, on lui donnait pas forcément une expertise sur ce terrain-là. Et c'est génial, tu vois, de dire, je représente une menace sur tous ces domaines du combat. Tu laisses pas le mec tranquille, tu vois. Et ça, c'est pour ça que je dis qu'il progresse à une vitesse folle, en fait. Mais non, mais c'est clair. Parce que c'est vrai que pour le coup, le fait une fois qu'il a sprawlé contre Miocic, tu sais, en gardant le contact avec la poitrine, un petit peu genre Brock Lesnar, Frank Mir, parce que du coup, c'est des poids lourds, il commence à pivoter autour, mais vraiment rapidement, en plus, comme un chat, autour de Miocic, et il se retrouve quelques secondes plus tard, lorsque Miocic essaie de se relever, dans le dos, à enfoncer des ogives. Vraiment, je crois qu'il a dû en mettre peut-être 4-5 gratos, et c'est des ogives de Francis. C'est vrai qu'effectivement, c'est ultra kiffant. Enfin, du point de vue martial, c'est magnifique, quoi. Ouais, non, c'est clair. Après, en revanche, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que sur son dos, là, à mon avis, le niveau est proche de zéro. Très honnêtement, je vais dire ça, je me considère pas supérieur, que les gens comprennent bien. Moi, je suis une merde au sol, hein, ça c'est clair, tu vois. Mais ce que je veux dire par rapport à un mec qui serait compétent, on va prendre une compétence de base moyenne au sol, Ngannou ne l'a pas, tu vois. Clairement pas. Ce qu'on a vu contre Stipe Miocic, c'était terrible. Hein. Honnêtement, il y a plusieurs moments où c'est juste qu'il est tellement fort physiquement que tu peux pas le soumettre en fait en réalité. Mais il aurait eu un autre mec sur lui, tu vois. Un mec qui est un peu plus, un Verdum par exemple, un truc comme ça, il se serait fait soumettre en 2 secondes, je pense. Parce que ce qu'il faisait honnêtement, de poser les mains, de se relever, tu vois, et d'avoir la tête à découvert, les bras à découvert, il n'y avait rien de protégé, il n'y avait pas de travail de la garde, d'essayer de replacer, tu vois, de se repositionner. Non, il n'y avait pas tout ça, il cherchait juste à se relever. Je suis sûr qu'il a progressé depuis, mais là, pour c'était il y a 3 ans, Polydomso. C'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans, mais alors, il y a 2 choses. Il part de super loin. Mais vraiment, alors là, pour le coup, de très très loin, parce que quand tu vois ça, c'est difficile de compenser tout ça. Et au-delà de ça, c'est pas comme sur les autres domaines où il a progressé, où il a pu le montrer et l'expérimenter dans la cage. Là, il n'a pas pu le montrer, l'expérimenter dans la cage. Personne ne l'a mis au sol, en fait, en réalité. Enfin, sur son dos, qu'on me comprenne bien. Et de toute façon, un skill, pour moi, à mes yeux, tu ne l'acquiers que si tu l'as expérimenté, que tu l'as mis, que tu l'as fait au sol. Comparaison avec Khabib, par exemple, Khabib, beaucoup de gens qui disaient ouais, on sait pas, enfin beaucoup de gens non, il y avait des gens qui s'interrogeaient sur son niveau au sol dans son dos parce qu'on c'est vrai que sur ses derniers combats, attention, hein, sur ses derniers combats à l'UFC, on le voyait pas. Mais en réalité, quand tu regardes son combat contre Abel Trujillo ou même contre d'autres combats qu'il avait fait dans des organisations précédentes, ce qui était flippant avec Khabib, c'est que c'était aussi un sniper sur son dos. Tu vois. Le mec, il arrivait à te placer des triangles ultra rapidement et tout. Tu vois. Et il savait le faire. Il avait déjà validé le skill dans l'action. Tandis que, par exemple, Justin Gaethje, on disait tout le temps qu'il y avait une lutte de ouf, un sol de ouf. Il n'avait jamais validé ce point-là, en fait, dans la cage ou dans un combat de MMA. Donc, c'est pour ça que je ne pouvais pas les mettre au même niveau. Bah, c'est pareil pour Ngannou. Il a peut-être progressé, sûrement. Je pense qu'il a progressé parce que c'est un truc qu'il a dû taffer. Alors, c'est énorme, tu vois. Tu vois ça, ce combat-là, quand tu es l'entraîneur de Ngannou, tu dis, bon, là, va falloir bosser ça, ça, ça et ça, tu vois. Mais tant qu'il n'a pas validé le point dans la cage, c'est pas possible. Et c'est vrai que moi, je pense que c'est ça que si je vois un finish de Gane, je vois un finish comme ça. C'est-à-dire une mise au sol, Ngannou cherche à se relever comme il l'a fait contre Stipe, sauf que je pense que Gane est plus fort physiquement que Stipe, tout simplement, hein, plus fort physiquement, et que lui, par exemple, les soumissions, même si elles ne sont pas parfaites, il y a des trucs à redire hein, sur Gane, mais par exemple, contre Pessoa, tu vois, le triangle, enfin le bras-tête, le bras-tête, il le passe en 2 secondes et Pessoa est surpris, hein, il se dit merde. Pessoa, normalement, il y a un gars qui fait du sol, tu vois. Ceinture noire, à la base, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, mais la force de Ngannou, c'est là où tu te dis bon, il y a la technique, il y a aussi la force et ça marche en striking et en grappling aussi. Bah, c'est suffisant pour verrouiller la technique et là c'est trop tard. Et d'ailleurs, et c'est même cocasse puisque au moment où Cyril fait taper Pessoa, Michael Bisping, le commentateur, est en train de dire ah bon, le problème c'est que ça marchera pas cette soumission parce que voilà, effectivement ça doit être un vérin mais armature métallique quoi. Un autre mec comme ça, bon ça c'est pour les geeks du MMA, je le lâche, mais un mec comme ça qui avait été surpris, c'est une des premières défaites d'Anderson Silva
contre un gars, mais alors, le gars, je pense qu'il était avec un bilan négatif. C'est un combattant classique du Pride, c'était Daiju Takase, je crois que c'est son nom. Un mec pas très très bon, tu vois, mais en revanche, ce qui était connu à propos de lui, c'était Josh Barnett qui en parlait, c'est que c'était un gars qui était très fort physiquement. Ça se voyait pas parce qu'il était pas très musclé et tout, mais très fort physiquement et notamment avec les jambes. Il avait des gardes, tu vois, où, tu sais, genre quand il squeeze, tu vois, t'étais comme ça. Et en fait, il prend Anderson Silva en triangle. Et Anderson Silva, enfin, à mon avis, un triangle, il a dû bosser ça 1000 fois, il sait comment sortir. Et tu vois clairement que là, il est enfermé. Et merde, et il tape, tu vois. Et parce que c'est trop fort. Et en fait, t'as sous-estimer ce point-là, en fait, tu te dis non, je suis en sécurité. Non, t'es pas en sécurité, en fait, contre ce type de gars. Et je pense que Gane, c'est aussi pour ça qu'il place aussi bien les soumissions. C'est que les mecs se disent non, mais attends, la technique là, ça va, tu vois, j'ai de l'espace, j'ai du jeu, je peux bouger. Et en fait, non, en fait, je peux plus bouger, c'est mort, en fait. Et c'est pour ça que s'il a la même défense au sol, Francis Ngannou, qu'il avait contre Stipe Miocic, moi je pense qu'il y a vraiment une énorme carte à jouer pour Gane dans cet espace-là en fait. Je pense que messieurs, on a fait le tour sur la question. On se retrouve la semaine prochaine pour les pronostics officiels, et puis aussi, parce que c'est quand même important, là on a parlé que de Francis contre Cyril, mais il y a aussi Figueiredo contre Moreno, et on a envie d'en parler, Polydomso a envie d'en parler, on en parlera en détail dans la vidéo de la semaine prochaine, où il y aura tous nos pronos. Messieurs, merci beaucoup. Big shout out my sweet pea, my sweet protein. 28% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la sueur, porté fièrement par Polydomso. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les pronostics. Attention, ça va être chaud. Même Polydomso va se positionner. Attention. Ouais, il faut.